специальной военной операции. Bon voilà, maintenant je suis dans le Uber pour aller direction la gare routière. Je vais prendre le bus, je crois qu'il est là juste devant moi. Donc c'est un bus qui va jusqu'à Lviv, donc, une des villes les plus importantes d'Ukraine, et qui va jusqu'à Odessa. Et Odessa justement c'est très dangereux, c'est tout le temps bombardé. Bon, moi j'ai pas envie de me faire bombarder, moi je vais à Lviv. Bon bien voilà, ça y est, j'ai embarqué dans le bus pour aller direction Lviv. J'en ai pour 7 heures de route. Bon, le premier truc que j'ai remarqué dès que je suis rentré dans le bus, c'est qu'il y a vraiment que des femmes ou des personnes âgées. Et aussi des petits enfants avec leur maman. Donc leur mari s'y réfléchit bien, donc ils sont à la guerre. Bon, j'ai pas envie de plus parler parce que les gens ils sont en train de dormir. Et je vous dis à tout de suite, direction Ukraine. Bienvenue en Ukraine, où les forêts aux couleurs d'automne, les rivières paisibles et les vastes plaines et les montagnes enneigées façonnent les paysages, et où la capitale Kiev brille par son énergie et son histoire. Là où la guerre a laissé ses marques depuis plusieurs années. L'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants. Ou devrais-je dire 44 millions d'âmes, aujourd'hui dispersées ou en résistance. Aujourd'hui, le conflit s'intensifie, avec l'invasion massive lancée par la Russie, bouleversant villes et campagnes, détruisant des quartiers entiers et marquant toute une génération. C'est dans ce contexte que commence mon reportage, ici, au cœur de l'Ukraine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez vivre avec moi une des expéditions les plus dangereuses de ma chaîne. Je me trouve dans un pays où maintenant tout est érigé par la guerre. Ici, en pleine rue, on peut croiser le regard avec une publicité vous incitant à servir le pays. Par exemple, là, il est écrit « Notre combat est juste ». Et nous, on le ressent chaque jour, chaque heure, chaque minute. Gloire à l'Ukraine. Donc ici ce sont les mères des militaires qui sont en train de chanter des musiques pour soutenir leurs enfants qui sont à la guerre sur le front, sur la ligne des... Et voilà, ici c'est des familles des militaires qui se réunissent pour chanter en honneur à leurs enfants qui sont à la guerre. Et la musique est même accompagnée par un discours. На фронті там дещо придбати, щоб та перемога була. Ми їм щиро дякую. Також дякую всім вам, що ви прийшли, підтримали той день. Donc là, ce que vous entendez, ce sont vraiment des chants traditionnels de leur pays, traditionnels d'Ukraine. C'est des chants vraiment typiques. Et si vous regardez aussi les gens, sont vraiment habillés d'une manière vraiment traditionnelle, à l'ancienne. C'est vraiment très culturel. Ici, les militaires se baladent en pleine rue et semblent égarés. Regardez maintenant, je suis dans le marché, et dans les marchés ils vendent tout ce qui est en rapport avec la guerre. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Papier toilette avec la tête de Poutine. Країна яка? Poutine, il y aura des traces de caca. Et voilà, maintenant je viens de rentrer dans le magasin. Et si vous regardez bien, je vais vous montrer. C'est vraiment tout basé sur la guerre. Regardez. Donc, comme il y a la guerre, ça devient un peu, si on peut dire, comme un business pour eux, pour vendre des t-shirts marqués Ukraine. Ils vendent vraiment tout ce qui a rapport avec la guerre en Ukraine, avec la Russie, pour profiter pour faire des ventes. Avec le touriste qui vient, c'est en fait, si on peut dire, c'est vraiment du business. Non, il faut savoir que Lviv a subi une attaque aérienne qui a fait 7 personnes mortes, dont 2 enfants.
C'était il y a 4 mois et c'était l'attaque la plus meurtrière. Des frappes russes ont surpris durant la nuit les habitants de cet immeuble. Et aussi en parlant d'attaque, il y a eu à Lviv une ancienne attaque, c'était des roquettes de la périphérie de Lviv qui a fait environ 16 meurtres. Devant mes yeux, s'étend un paysage de désolation. Au loin, la fumée des bombardements continue de noircir le ciel, étouffant les derniers espoirs. Plus rien ne semble pouvoir renaître ici. La nuit tombe sur le centre-ville. Je m'apprête à reprendre contact avec un soldat français au front. Salut Roméo, comment ça se passe? Comment est la situation sur le front? Samuel, nous allons parler de quelque chose qui est toujours un petit peu difficile en Ukraine. Nous avons vu beaucoup vraiment de nos frères mourir et parfois ils partent en mission. Lorsqu'ils reviennent, c'est vraiment une victoire. J'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça ce qu'on appelle mon binôme se faire couper en deux par un mortier. Alors qu'il était à côté de moi, ça aurait pu être moi. J'ai moi-même pris 2 impacts de 7,62 dans mon gilet pare-balles. Donc il m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai vu aussi, lorsque nous allions dans une position, nous étions roquettés en permanence et nous avons eu à peine le temps de sortir du camion de transport de troupes. 2 de nos gars sont morts et un autre a perdu sa jambe avant même l'ouverture des portes du véhicule. Voilà, malheureusement tous les jours nous pleurons nos frères, mais c'est ainsi, c'est comme ça et nous le savons. Je te remercie en tout cas Samuel pour l'écoute que tu peux avoir, pour l'utilisation que tu pourras faire de cette vidéo et le partage. Bon, en tout cas, nous restons motivés, mais nous avons besoin de soutien et nous avons besoin d'aide. Ouais, bah justement, il y a une association et je vais essayer de faire quelque chose avec eux. Ça s'appelle Frontline for Peace, qui soutient les équipes médicales en zone de crise. Ils travaillent pour fournir du matériel dans une ambulance afin d'aider au transport et aux soins des personnes qui sont dans le besoin. Ils m'ont expliqué leur mission avec beaucoup de clarté sur leur projet Une ambulance pour le front, qui est envoyer une ambulance avec du matériel médical sur le front pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Le lien est dans la description. Frontline for Peace, une ambulance pour le front. Ici, la situation est relativement difficile. Comme tu le vois, je suis dans une position où je dois faire très attention. Je ne pourrais pas rester très longtemps dans cette position-là, car les Russes, en fait, sont à 2 km. Donc je dois absolument être prudent pour moi, mais surtout pour la vie de mon équipe. Samuel, encore merci et passe une bonne journée. Alors malheureusement, Lviv, comme le reste de l'Ukraine, est touché par la guerre depuis 2014. Et la région en fait fait face à des conflits majeurs. Il y a eu, je crois, il doit en avoir eu, je crois qu'il y a eu 5 bombardements. Donc c'est vraiment chaud patate. Pour bien comprendre cette guerre, il faut comprendre le contexte historique. Avant 1991, l'Ukraine faisait partie de l'URSS, dominée par la Russie. Et le 24 août 1991, marqué par la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine, mettant fin à son appartenance à l'URSS. Mais la Russie a du mal à accepter. Dans les années 2000, l'Ukraine se rapproche de l'Europe et de l'OTAN. Et la Russie voit ça comme une menace. En 2014, la révolution pro-européenne en Ukraine, la Russie annexe la Crimée et soutient des rebelles de l'Est. Не треба нам нічого чекати, кричали вітер, небо і мати. Не варто, нас безнадія, не варто,
Là franchement il y a vraiment des bâtiments plutôt pas mal ici. Comme celui que vous voyez derrière moi, c'est pas un bâtiment, c'est une cathédrale. C'est vraiment... Je trouve qu'il y a des cathédrales très impressionnantes. Là faut savoir qu'ici, ce n'est pas le catholicisme, la religion principale, c'est les orthodoxes. C'est une branche je crois du christianisme. Bon, bref. Ici c'est les orthodoxes. Et c'est marrant à voir qu'à peine on passe la frontière de Pologne à Ukraine, que ça change totalement. Maintenant il n'y a vraiment que des orthodoxes, des églises orthodoxes. Et quand j'étais en Pologne, juste à la frontière, c'était vraiment que des églises catholiques et c'était vraiment très catholique. Et regardez, quand je marche dans n'importe quelle rue, on voit qu'il y a des protections qui protègent les vitraux. C'est des gros morceaux de bois qui sont là pour protéger les vitraux, ou alors quand c'est des bâtiments importants de la mairie ou de la ville, ils protègent tout. C'est barricadé. Comme par exemple ces statues-là qui ont été vraiment totalement... Comme par exemple ces statues-là qui sont complètement protégées avec une bâche dessus au cas s'il y a des explosions. Et regardez, tout ça c'est protégé, c'est barricadé. Alors là juste derrière moi c'est une cathédrale. Donc pour eux c'est important, c'est le patrimoine de la ville. Du coup on protège bien évidemment toutes les sculptures. Comme ici, c'est protégé. En haut. Et même là, c'est pas qu'ils sont en train de reconstruire, c'est que c'est vraiment de la protection. La protection de leur bâtiment. Et voilà. Donc ça, faut voir l'œil puisqu'il y en a dans pas mal d'endroits de la ville. Et regardez, juste à côté de moi, il y a des sacs de sable pour protéger leurs bâtiments, notamment ici. Regardez ici, on voit qu'il y a des sacs de sable remplis pour protéger peut-être des endroits secrets. Moi, je pense que c'est comme des bunkers pour qu'il y a ils veulent se cacher, ils se protègent ici. Donc, en fait, ce sont des sous-sols. Des sous-sols où les gens de la ville, quand il y a les personnes de la ville, quand il y a des grands bombardements, ils se protègent là-dedans. Alors imaginez-vous, quand il y a des bombes qui tombent, quand il y a des roquettes, tout le monde vient se mettre ici, se réfugier. Et des fois, ça peut durer une journée ou plus, en attendant que les bombes arrêtent de tomber. Imaginez-vous l'angoisse que ça doit être. Ça doit être vraiment affolant. Ils se mettent tous ici. Une grande partie de la ville se réfugie ici, en attendant que le bombardement s'arrête. Et regardez, ça, le plafond, c'est une grosse épaisseur de ciment qui résiste aux gros bombardements, que ce soit des roquettes ou autre chose. Donc là, j'ai bien l'impression que c'est sous la mairie. Mais il n'y a pas que là, il y a dans plusieurs endroits, si on regarde bien, si on fait bien attention, ils ont protégé avec des sacs de sable, des plaques en métal. On sent vraiment qu'il y a une ambiance pesante de la guerre. Alors que je vous dis, hein, je suis juste à la frontière avec la Pologne et on ressent déjà l'atmosphère de la guerre. Regardez là, il y a des bus, et juste derrière moi il y a un bus rempli de militaires, il y a pas mal de militaires, donc ils vont aller vers le front, ils vont se diriger vers le front, ou au front, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un bus, on dirait qu'il a été réservé pour les militaires, parce que regardez à l'intérieur, il y a vraiment que des militaires, donc là ils sont entre eux, avec leur téléphone, peut-être pour dire, peut-être qu'ils vont rester 4 mois, 1 mois, 5 mois, voire 1 an, ça je ne sais pas, ils repartent vers Zaporizhzhia ou une autre ville. Donc voilà. Bon bah voilà, là je suis au centre. Derrière moi, c'est un des monuments, je pense, principal ici à Lviv. Bon alors, petite information. Alors faut savoir que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022, mais en 2014 avec la guerre avec le Donbass. Donc ça a commencé à partir de là, mais c'est en 2022 que la Russie a commencé à envahir l'Ukraine et que ça a commencé à devenir, à prendre beaucoup plus d'ampleur. Et c'est là où tous les autres pays de l'OTAN, la France, les États-Unis ont commencé à aider l'Ukraine. Donc ce qui est quand même incroyable, c'est que la guerre a commencé en 2014, donc ça fait bien longtemps, mais les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose de grave seulement en 2022, quand la Russie prend de plus en plus de force et rentre sur le territoire. Et pour vous expliquer aussi, il faut savoir que Lviv c'est un point vraiment très important dans le contexte de la guerre en Ukraine, parce que Lviv c'est juste
à côté de la Pologne, il y a beaucoup de Polonais qui viennent pour aider, ou même des Ukrainiens qui viennent s'abriter vers la Pologne. C'est un point de transit. Toutes les aides, la logistique qui viennent aider l'Ukraine, ça passe par la Pologne. Par exemple, les Allemands qui envoient des armes, des chars, etc. Tout passe par la Pologne. Même pour la France, tout passe par la Pologne. Donc pour ça, je vous dis, c'est très important. Il y a aussi des Français. Il y a beaucoup de Français qui viennent s'engager pour aider l'Ukraine. Et tout passe à Lviv et la Pologne. C'est pour ça que je me suis rendu ici pour vous montrer un peu le contexte actuel. Petite information, il faut savoir qu'ici, ils sont obligés d'aller à l'armée à partir de 17-18 ans. Et puis vous savez, des fois, même s'ils ont 16 ans, on leur oblige quand même. Hein. Il faut qu'ils aillent tous sur le front, sur le bataillon. Il n'y a que les mamans qui restent avec leurs enfants en attendant que leur mari revienne, en espérant qu'ils reviennent. Et regardez, maintenant, on est à la place centrale juste ici. Il y a des hommages aux personnes qui sont mortes. Alors celui-là, il est mort le 21 décembre 2024. Vraiment très triste de voir que des personnes qui meurent pour protéger leur pays. Il n'y a pas que celui-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a plusieurs. Des fleurs. Et après on a d'autres personnes, regardez, cette personne, Map, j'arrive pas à prononcer le nom. C'est quand même triste. Des militaires aussi jeunes quand même. C'est pas facile à voir. À Lviv, ce mur exprime le quotidien de la guerre. Ici, on peut lire « Je t'attendrai jour et nuit. Je t'attendrai éternellement pour ton retour. » C'est devenu un véritable symbole ici à Lviv. Donc là, on voit le militaire avec sa femme. Dommage, il est un peu abîmé en dessous. Militaire avec sa femme. Elle est très jolie, mais c'est dommage que c'est pas plus grand. Donc là, il y a une église orthodoxe. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Enfin, je repasse à peu près sur les mêmes endroits. Et regardez, ici c'est barricadé, ici c'est barricadé, ici c'est barricadé, ici, à peu près de partout dans tous les vitraux. C'est fait pour protéger leurs églises au cas où il y a des explosions, ou qu'il y a des roquettes qui tombent. Ils ont tout fait pour protéger leur cathédrale. Et regardez juste derrière moi, ici, on a un monument en face de la cathédrale qui a été, vous voyez, tout autour il y a un échafaudage, mais c'est pas fait pour repasser dessus pour le repeindre, etc. Non, rien à voir. C'est fait pour protéger en cas d'attaque. Ils ont mis tout ça pour protéger leur patrimoine. Voilà, ils ont mis tout ça pour protéger leur patrimoine. Cette église que vous voyez ici à Lviv a été touchée par des bombardements russes, quelques jours après mon passage. Plus de 400 drones ont été lancés en pleine journée à travers l'Ukraine. L'attaque a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés, dont plusieurs ici à Lviv. Même loin du front, la guerre continue de frapper. Donc ils tiennent à en prendre soin. Donc ici vous voyez il y a une grosse grille. C'est vraiment bien protégé avec des grilles pour pas que ça se casse quand il y a des explosions, parce qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va exploser. Je tombe vraiment sur du matériel de guerre. Donc là on voit une roquette qui doit être lancée par des avions. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est vraiment une grosse bombe. Hein. Donc il y a une grosse roquette juste ici. En plus on est plein milieu de la ville. Je sais pas du tout ce que ça fait. Je pense que c'est pour manifester et protester, parce que je vois qu'il y a un haut-parleur. Mais en plus il y a une enceinte, donc ça doit être pour manifester. Hello.
This is a mine, non? Mine also for tank. Donc là, il me dit qu'à l'intérieur, il a sorti une mine pour les tanks, pour exploser les tanks. 18 mm. Il m'explique un peu, bon, j'essaye de comprendre comme je peux. Parce que l'anglais, moi, ça fait pas deux, hein. Je suis pas hyper peur. Anti-tank, yeah. Donc c'est une... This anti-tank and This anti-tank. yeah. This is mine. Звідки? Я сам з Харкова. Ні, вони. Вони з Франції. Ага, то з Франції, так. The rocket, no? Yeah, anti-mine for tank. Ah, mine for le tank. Yeah. Puis à l'intérieur, c'est des mines pour les tanks, des mines anti-tank. Là, il m'a sorti tout ce qu'il y avait à l'intérieur. And this is a bazooka, non? No bazooka. No bazooka? No. This is thermobaristic for building. Ah, for building. Yeah. It's possible to explain me what is this? This is granates. Grenade. Granates, yeah. For FPV drones and Mavic. Yes. We made this Hostovik Yes. and take this granata and down in underground from FPV drones. Ah, for explode HPV drone. Yeah. Donc il m'explique que là, les bombes qu'il a, c'est pour lancer sur le front, sur les Russes, et aussi pour exploser les drones. Car il faut savoir que les drones, c'est ce qu'il y a de plus dangereux en ce moment en Ukraine. Et ben voilà, ici, c'est toute l'armurerie, tout ce qu'il a. Donc là, ici, c'est c'est un rocket guidé, donc guided missile. Donc là, ça veut dire missile guidé. Voilà, je fais des petites traductions. Bon voilà. Ici, on a une mine. Donc si on marche dessus, on explose. Donc ici, on peut voir qu'il y a vraiment plein d'impacts de balles. Regardez. Plein d'impacts de balles. Il a un peu tout sorti pour montrer aux gens tout ce qu'il a comme arme pour combattre au front. Ce militaire que j'ai interviewé, il a été touché plusieurs fois. Donc une fois il a été touché vers la tête, et une fois vers les poumons. Il aurait pu mourir, il aurait pu passer, ça a été très grave, mais heureusement il a été sauvé. Il a réussi à s'en sortir. And which side of Ukraine you are? What? In what country of Ukraine you are? What city? I'm from Kharkiv. Kharkiv. It's very hot. Yeah. First time bomb, fly bomb. Bomb. Yeah. And later songs. Songs about that bomb. Yes. Question: you was in the front line. Yeah. Yeah. And, It's not easy, and it's very hard for our people. And you come back in the front line. yeah, Yes. for my guys. Ok. For my guys. Donc là, je lui ai demandé s'il retourne sur la ligne de front. Il m'a dit que oui. Donc ça va être vraiment très dur et ça va vraiment être pas facile pour lui. Donc vraiment courage à lui. Thank you too. Donc voilà, j'ai interviewé un petit peu Valentin qui est militaire en Ukraine vers le front. Bon, c'était difficile malgré mon anglais, mais c'est pour ça que je vais vous dire que j'ai en contact un militaire qui est vraiment au front, plus qu'au front, vraiment sur la ligne rouge. Et je lui ai posé quelques questions et il va me répondre tout ça en vidéo. Bonjour Samuel, je te remercie de m'avoir contacté et surtout de t'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. À un moment donné, le monde avait un peu oublié l'Ukraine. Tout le monde pensait que cette histoire était réglée, mais non. Nous sommes vraiment au cœur d'un conflit qui est un des plus importants conflits que nous avons à subir. D'un peuple, en fait, qui a envahi un autre peuple. Il est 4 heures du matin à Paris, 6 heures à Moscou, quand Vladimir Poutine prend la parole pour déclarer la guerre. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Le but est la protection des personnes qui, pendant 8 ans, ont subi des abus et des génocides du régime de Kiev.
Aujourd'hui, nous parlons de génocide, car finalement, le peuple ukrainien n'est pas si nombreux que ça. Nous devons les aider. Roméo, raconte-moi un peu depuis quand tu es en Ukraine et quelles sont tes principales missions? En ce qui me concerne, j'ai été une partie de ma vie militaire, puis civile, et aujourd'hui j'ai fait le choix de venir défendre l'Ukraine, car ils ont besoin vraiment de monde. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de matériel, et surtout beaucoup de bras et beaucoup de volonté, et beaucoup d'amour. Je suis venu en Ukraine en début d'année, et depuis, j'aide dans différentes brigades. Alors tantôt sniper, tantôt médecin de combat, pour aider les gars à survivre dans les tranchées. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de morts, mais malgré tout, la situation est assez stable, même si souvent le rapport de force est de 1 pour 6. Finalement, les Russes n'avancent pas tant que ça. Bien sûr, c'est au détriment de beaucoup de vies. Qu'est-ce que je peux te dire de plus que nous avons tous une grande motivation, que ce soit les Ukrainiens ou les étrangers qui sont ici sur le terrain. En ce qui concerne ma vie personnelle, je préfère rester discret là-dessus. En tant que Français, nous devons vraiment être discrets, ne pas parler de nos vies personnelles. Aujourd'hui, nous avons fait un choix qui est différent, c'est de donner notre vie pour l'Ukraine. Donc ce qui se passe ici pour nous est bien plus important. Mais effectivement, en France, j'avais une vie tout à fait familiale, tout à fait normale. Un métier. Aujourd'hui, mon métier est différent. J'ai beaucoup appris sur le tas, même si j'avais eu une expérience dans une vie antérieure. Ici, l'expérience est vraiment très importante. C'est une nouvelle guerre, beaucoup d'armement, surtout beaucoup de technologie avec les drones. Technologie avec les drones, et cela change énormément. Malgré tout, nous restons motivés et je te remercie pour l'attention que tu peux nous accorder. J'espère que cette petite vidéo pourra te satisfaire, Samuel. En tout cas, un grand merci à toi et un grand merci à l'équipe. À bientôt, Samuel. Chaque jour en Ukraine, plus de 200 personnes perdent la vie. Soldats, civils, enfants. La guerre ne choisit pas ses victimes. Là où la guerre détruit, l'espoir survit. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo en Ukraine, j'espère que vous avez aimé. Bon, c'est une vidéo vraiment totalement différente à ce que je fais d'habitude. Bon, alors n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, c'est super important. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et voilà, il est où Poutine? C'est à Poutine, je lui tire dessus. Slava Ukraine, fuck Russia. Fuck Russia. Slava Ukraine.